Tiene el centro, clave, gol. ¡Gol! Les enfants, il y aura un avant podcast 43 et un après podcast 43. Bonjour les braves, bonjour à tous. Soyez bien accrochés. Être brave, c'est aussi affronter. Vous avez compris, j'imagine que, même si je suis humain, particulièrement humain, mais j'ai certains pouvoirs que n'ont pas justement les humains. Je suis un humain, mais vous avez pigé, quoi. Pas tout à fait comme les autres. J'ai certains pouvoirs. Et j'ai notamment le pouvoir de connaître le futur. Jusqu'à un point donné, quelques années, on va dire, je ne connais pas le futur dans 50 ans. Et là, nous allons partager ensemble le grand secret. Le grand secret, autant vous le dire, c'est pas une mauvaise nouvelle. En 2030, nous sommes envahis par les Neptuniens. C'est marrant, hein ? Tout gosse, déjà, il y a des décennies, on disait toujours les Martiens attaquent, Mars attaque, les Martiens. On n'avait pas pensé aux Neptuniens. Et pourtant, 1928, les Neptuniens ont envahi la Terre. Mais ils ne l'ont pas colonisé, je vous rassure, parce que 1928, c'est dans pas longtemps. Hein. Je veux dire, beaucoup d'entre vous seront là pour constater ce que je vous explique maintenant. Le plus grand nombre, j'espère. Et donc, en 1928, ils débarquent. Et ils débarquent pourquoi ? Ils savaient depuis longtemps ce qui passait sur Terre, parce que eux aussi, je veux dire, ils ont des pouvoirs... on est ridicule, quoi, un peu à côté d'eux. Et ils contrôlent beaucoup de planètes, mais sans intervenir. Ils savent. Parce qu'il y a aussi la vie sur d'autres planètes. Et Neptune, on pensait que non. Bon, bref. On va aller pas droit au but, vous me connaissez. Il y aura bien des petites digressions ici et là. Et puis, c'est pas facile à vous expliquer comme ça rapidement. Donc, ce que je vous propose, mais je suis obligé un petit peu de commencer, puisque vous avez vu le titre de ce podcast 43, et une petite parenthèse, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est tellement plus simple, parce que moi je ne peux pas vous prévenir comme ça, toutes les 3 secondes, via Twitter. Je ferme la parenthèse. Donc le titre, c'est Mexico 86. Qu'est-ce qui s'est passé à Mexico en 86 ? Une Coupe du Monde. Et finale, France-Argentine. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous tous, pour l'histoire, enfin ce qu'on imaginait ? Une finale, Argentine-Allemagne. Remportée par l'Argentine 3-2 avec le fameux but vainqueur de Jorge Burruchaga. El Burru, comme on dit en Argentine. Eh bien, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il s'est passé quelque chose, et grâce aux Neptuniens, il y a eu une injustice terrible, et grâce aux Neptuniens, elle va être réparée. Et la finale sera France-Argentine. Au moment où je vous parle, là, en direct pour moi en tout cas, je ne connais pas l'issue de la rencontre, mais je vais la vivre en direct et en votre compagnie. Compliqué, hein ? Alors, je vais revenir sur les détails. Ce que je propose, justement, c'est qu'on revienne sur cette invention... qu'est-ce que je dis, invention ? Cette invasion, lapsus révélateur. Et oui, parce que je suis sûr que dans vos têtes, je vous entends, là. Encore une invention, encore un délire. Non, c'est pas une invention. C'est une invasion. Alors, on va y revenir plus tard, parce que moi, je découvre ça. Je l'ai découvert
ce matin, je me suis pris ça dans la gueule, je me suis projeté dans le futur, et paf! Et avant, j'étais parti sur toute autre chose. Je voulais insister, par exemple, sur le match du PSG en Coupe de France à Lorient. C'était hier, au moment où je vous parle, et cette victoire étriquée 1-0. Et c'est pas passé loin quand même. On pourra toujours me dire, ouais, mais il y avait Mbappé et Neymar, à partir du moment où ils s'échauffent, s'ils s'arrêtent 0-0, les mecs, ils entrent, et puis boum, ça va faire 3-0 pour le PSG. Non, c'est pas si simple. Le rythme était très mauvais. Et plus on avançait, plus ça sentait le piège. Mais le piège, évidemment, il y avait une équipe en face. Lorient, ok. Évidemment, ils ont joué bas. Évidemment, ils n'ont pas pris de risque. Mais c'est le PSG qui s'est piégé tout seul dans cette histoire. Et le grand problème de cette équipe, c'est quand même l'état d'esprit. Alors, je ne vais pas entrer et citer nominativement certains joueurs qui étaient à côté de leur pompe, mais d'une manière globale, c'est pas possible. Évidemment, c'est compliqué. Si les gars ils restent dans leurs 25 derniers mètres, il y a pas beaucoup d'espace. Mais l'état d'esprit, les enfants, l'état d'esprit, c'est pas possible. Alors on me dit, ouais, mais tu comprends, le 11 majeur, enfin notamment à partir du milieu de terrain, il est connu, donc des gars comme Draxler, ils sont là en pantoufles, mais il sait que quoi qu'il fasse, et même s'il fait le match du siècle, il jouera que les matchs en bois, etc., etc. Mais à Liverpool, alors là on le connaît, le 11 majeur. Mais quand je vois entrer, moi, Origi on dit peut-être, si vous voulez. Et notamment, vous avez vu la demi-finale et la finale, quand le mec il entre, Shaqiri, même Milner, qui maintenant, par la force des choses, quand il y a Fabinho, Wijnaldum, etc. et tout, il est plutôt remplaçant. Les mecs, ils sont à fond. Ils sont pas là à se poser la question, ça fait 3 matchs qu'on n'a pas joué, même si on fait un match fantastique, etc. et tout. Ce sont des professionnels. Ils ont envie, quoi. Et là, je comprends pas. Et, pour moi, la tête croisée en première mi-temps, et même en deuxième période sur un débordement, là, heureusement que Thiago Silva, le ballon, il coupe, mais ça lui arrive aussi sur lui, parce que derrière, il y a un joueur qui est tout seul. Donc, je dis et je répète, et ce qui m'inquiète, parce qu'on pourra me dire, oui, mais c'est une équipe B, et c'est vrai que c'est difficile de parler du PSG, parce qu'un jour ils sont comme ça, c'est une équipe A, après c'est une équipe B, après c'est une équipe C, c'est une équipe Z, Bon, et évidemment, au niveau mentalité, ils devraient être là en Ligue des Champions. Il n'empêche que quand ça va pas, et je pense que hier, ça n'allait pas contre Lorient, il n'y a pas de patron. Il n'y a pas de patron, me dites pas que Thiago Silva est un patron. Thiago Silva est un patron quand tout va bien, alors là il met le pied, il est là, etc. et tout. Mais c'est pas un patron, c'est pas le gars qui à la mi-temps va te coller tout le monde au mur, ou même pendant le match, et dans le regard, tu le vois et tu te dis putain je vais faire un peu plus là, parce que je vais me prendre une soufflante, il va pas me louper, et puis qui remonte, on n'est pas obligé de remonter ses partenaires en gueulant, ça peut être d'une autre manière. Et depuis le départ d'Ibrahimovic, et sensiblement au même moment, parce que entre les blessures et tout le tralala, le départ quelque part de Thiago Motta, même s'il était toujours dans le groupe et qu'il y évoluait de temps à autre, il n'y a pas de patron. Marquinhos, c'est pas un patron. Il est gentil, il est là, on y va, oui, d'accord, Thiago Silva et Marquinhos, quand ils font leur poitrine contre poitrine, tout ça et tout, si tu arrives de la Lune ou de Neptune, tu vois, tu te dis, putain, wow, le guerrier, ouais, quand tu es un peu acculé, que tu es là, mais pas par rapport à leur partenaire. Mbappé, il est trop jeune pour l'être. Di Maria, il est quand même un peu dans son coin. Verratti, c'est Verratti. Neymar, il est dans son monde, etc., etc. Il n'y a pas un Ibrahimovic, un Thiago Motta, et tu sens... Parce que c'est pas parce qu'à la 15e minute, tu dis « Oh les gars, qu'est-ce qui se passe ?» Ça suffit pas. Tu vois, il y a quelque chose qui se transmet, parce que ça se transmet tout au long de la semaine, dans la préparation. Eh ben non. Et donc, j'espère que ça ira bien dans les fameux matchs, mais des équipes qui gagnent la Ligue des Champions dans l'histoire, sans patron dans le 11 majeur, faudra chercher quand même. À mon sens, ça sera une grande première. Même arrivé en demi-finale et tout. Bon,
Bon, c'est autre chose. J'aurais voulu vous parler de la conférence de presse de Villas-Boas, où il y a eu le feu au lac, alors que tout allait bien, et où j'ai pas compris tout à fait son discours, qui était alarmiste, quoi. Parce qu'au bout du compte, c'est quoi le problème ? Il y a un dénommé Aldridge qui arrive pour aider Jacques-Henri Hérault, et pourquoi pas Zubizarreta, qui a quelques failles, tu vois, ils n'arrivent pas trop à vendre sur le marché anglais. C'est un spécialiste. Où est le problème ? Ça va aller un peu sur les plates-bandes de Zubizarreta. Alors Villas-Boas, il est très proche de Zubizarreta, ça lui plaît pas, ils se mettent d'accord, il dit putain, je vais mettre les points sur lui parce que là, je suis en position de force. C'est sûr qu'il n'aurait pas fait cette conférence de presse après le 4-0 au Parc des Princes et dans la foulée, l'élimination en Coupe de la Ligue 2-1 contre Monaco. Ce que je comprends tout à fait. Mais Villas-Boas, depuis le début, il a toujours joué le jeu et il a toujours compris qu'il n'y avait pas d'argent. En conférence de presse, quand on lui disait mais peut-être là, un transfert, encore une possibilité, que ce soit au mois d'août ou au mercato, ou avant le mercato, il disait non, il n'y a pas d'argent, donc pas de joueurs, pas d'argent, pas de joueurs. Bon, voilà. Il était raccord, quoi, avec le discours de la direction. Donc là, tu fais venir quelqu'un pour essayer de vendre, parce qu'il y a des gros problèmes financiers, et là, tout d'un coup, il te sort une théorie qui n'est pas mauvaise au demeurant, en t'expliquant que ces joueurs-là seront valorisés s'ils continuent au même rythme cette saison, qui se qualifient donc en Ligue des Champions, ils vaudront plus que si tu les vends maintenant, avec le risque, évidemment, que sportivement, tu sois moins performant et que ce podium qui te tend les bras, ça se tient. Mais alors, pourquoi il le dit tout de suite et par rapport à Aldridge ? On voyait dans la presse depuis longtemps Sanson, une possibilité peut-être, etc. Et il lit la presse, Villas-Boas. Il le sait bien qu'un ou deux joueurs pouvaient partir au mercato d'hiver et que financièrement, ça ferait du bien à l'OM, même si sportivement, tu morfles, d'accord. Et là, tout d'un coup, donc, ça m'échappe. Et ce Aldridge, il n'a pas fait 10 000 de transferts aussi dans sa vie. C'est quelqu'un qui est costaud pour vendre, mais vendre un club, tu vois. Et donc là, tu peux aussi te poser toutes les questions du monde. Bon, a priori, tout s'est bien passé dans l'entrevue entre Jacques et Henri Hérault et André Villas-Boas, qui l'a dit lui-même, après le match de Coupe de France, non, tout va bien, vous avez un peu exagéré, pourquoi ? On a un peu exagéré à un moment, c'est lui qui te dit, je ne sais pas si je resterai dans ces conditions, etc. et tout. Je ne pense pas que ce soit une ruse de Sioux pour à un moment, maintenant, qui reprend du poil de la bête et que son nom doit exciter un peu plus des grands clubs, alors qu'il était un peu dans le mou par rapport à ses échecs à Chelsea et Tottenham. C'est sûr qu'il est venu peut-être pour se relancer, et ça, là aussi, je peux le comprendre. Mais mettre le feu comme ça à ce moment-là, enfin, il y a un truc, on saura peut-être plus tard. Mais je pense pas que dans sa tête, il se dise, je mets le feu là, comme ça, je prépare déjà le départ, parce que j'ai un contact avec un grand club, tout ça et tout. Ça me paraît alambiqué. Après, tout est possible, mais restons positifs, je crois pas. Mais bon, j'aurais voulu vous parler de Ryan Cherki, voilà, j'aurais voulu un peu approfondir tout ça. Simplement, il y a le grand secret, cette Coupe du Monde 86, cette finale France-Argentine, donc je peux pas tout faire. Et Ryan Cherki, il a du ballon, hein, le gosse. Remarquez, tous les suiveurs lyonnais, ça fait 2 ans qu'ils le savent. Mais enfin, entre avoir du ballon entre jeunes, même si le haut niveau jeune, avec la Youth League, etc. et tout, il n'est pas dégueu. Et réaliser ce qu'il a fait pour sa 2e titularisation, et contre un club de Ligue 1, donc la première fois c'était en Coupe de la Ligue contre Toulouse, c'est pas rien. Après, pas trop monter dans les tours aussi, faut lui laisser le temps. Moi je fais partie d'une génération où tu avais un gars comme ça qui était un phénomène, Laurent Rousset, qui à 13 ans et demi avait signé un contrat de non-sollicitation
avec l'AS Saint-Étienne. Mais là, on est peut-être 74 ou quelque chose comme ça. Donc c'est le grand Saint-Étienne, hein, parce que si tu signes maintenant un contrat de sollicitation avec le Saint-Étienne actuel, évidemment, ça a un peu moins de cachet. Et ça s'était jamais vu, 13 ans et demi. Et en plus, moi je connaissais d'autant bien le gars que je jouais contre lui en équipe de jeunes. Il était archi surclassé, parce qu'il doit avoir 2-3 ans de moins que moi. Et j'avais fait aux Hespérides d'un Cannes Mazargues, et il était en face. Et donc, on en parlait beaucoup, quoi. Enfin, Mazargues, c'est un club de Marseille, hein, pour les gens qui connaissent pas, mais un bon club. Dans les équipes de jeunes, à cette époque-là, après, d'autres clubs comme Burel, etc., ont peut-être pris le relais. Je sais pas ce que ça donne Mazargues maintenant au niveau jeune. Mais nous, les Cannes Mazargues, je peux vous dire que c'était chaud. Même si on avait le dernier mot à la fin. On avait une grosse équipe, enfin, les enfants. Mais enfin, en face, je me souviens des noms. Scanu, le gardien, Baldouki, défenseur central, Brun, je crois, qui était contacté par Saint-Étienne, milieu de terrain, Rousset, donc, avant-centre, Michel Ngom, alors lui, c'est pas que je me souviens du nom, mais lui, on a joué plusieurs fois l'un contre l'autre, et après, il a été professionnel au PSG, et on était potes quand il était à Paris, peu cher, j'ai dit peu cher, parce que bon, pour les gens qui savent pas trop, il nous a quittés très rapidement dans un accident de voiture. Et ailier gauche, Leno. Un gars qui s'appelait Leno, très fort, très fort. Donc, autant c'est facile quand vous êtes cannois et que vous jouez dans les équipes de jeunes, de vous souvenir des noms, et ça date pas d'hier, hein, forcément, on est dans le début des années 70, milieu, des noms des meilleurs joueurs de l'OGC Nice et ceux du Cavigal, qui étaient nos rivaux les plus redoutables niveau Côte d'Azur, mais là j'ai dû vous citer Saint-Nom. Donc, pour me souvenir des décennies après de Saint-Nom, je mets Michel Ngom à part, mais Rousset aussi à part par la force des choses. Enfin, tu vois, Scanu, Brun, Leno, Baldouki, ça en fait 4. Ça va peut-être les faire rigoler s'ils écoutent le podcast. Et eux, ils doivent avoir mon âge maintenant. C'est que ils avaient une grosse équipe, c'était des bons joueurs. Mais, c'était un peu plus fort. Quoi qu'il en soit, le grand secret, donc Ryan Cherki, alors pour terminer avec Laurent Rousset, phénomène, mais ça s'est mal terminé parce qu'il a pété à un moment avec un match de l'équipe de France, parce qu'il jouait là, l'équipe de France junior ou cadet ou je sais pas trop quoi, le genou mal opéré, et après il a jamais retrouvé l'élasticité parfaite, et on a l'impression qu'il a un peu boité un petit peu, et il a pas fait la carrière qui lui était promise. Paganelli, autre Stéphanois, et autre phénomène, parce que j'aime autant vous dire que Paga, les gens peuvent en rigoler maintenant, les interviews, Paga c'est Paga. Mais je le dis avec beaucoup de tendresse, et moi j'aime bien ces interviews, personnellement ça me dérange pas. Mais Paga à la MJC à Avignon, au tournoi de Montaigu, avec l'équipe de France cadet, je me souviens d'un lever de rideau au Parc des Princes qu'il avait fait contre la Suisse, ou je crois que c'était la Suisse, la France gagne 4-0, mais il avait fait des choses, mais c'était un phénomène. C'est Cherki, tu vois, des trucs et tout. Et après, il a fait une carrière vaille que vaille, tu vois, mais par rapport au talent, non. Par rapport au talent, il aurait dû... Cherki m'a l'air plus fort dans la tête. Paga, c'était un poète, bon, c'était trop tôt, Saint-Étienne, c'était dur, etc. Et tout. Maintenant, les jeunes sont plus préparés à ça aussi, je pense. Et Cherki, quand je vois ses interventions et tout, je me dis, waouh, le gars, il n'a pas peur. Hein. Le gars, il te dit, je veux exploser tous les records. Et je veux d'autant plus les exploser, car je souhaite qu'après, ils soient inaccessibles. Parce qu'un record, c'est fait pour être battu, comme dit l'autre. Ben lui, non. Il va les battre d'abord, mais il va les mettre à un tel niveau qu'on n'y pense même plus. C'est pour lui. Pour dire ça, à 16 ans, alors tu peux dire l'inconscience, je crois pas. Lui, le mec est déterminé. Et dans la réussite, quand même, la détermination, ça joue. Il a la détermination, il a le talent. Il est à des années-lumière, niveau état d'esprit, que Paga. Donc, peut-être que... Mais laissons-les respirer. Et je pense que, évidemment, le staff technique, Rudy Garcia, le club et tout, ont l'intelligence de pas tout de suite lui faire jouer 3 matchs en 9 jours. Évidemment, il sera dans le groupe pro. Évidemment, il sera souvent titulaire. Évidemment, il entrera en jeu, etc. et tout. Mais bon, maintenant, on sait qu'il faut faire attention avec ça. Donc, j'aurais voulu parler un peu plus en détail, parce qu'il y avait des choses intéressantes par rapport à Cherki, mais
Mais il va y avoir une sirène. Et pas de loups, d'anecdotes, comment je veux dire, des sirènes, il n'y en aura pas 2, 3, il n'y aura pas d'éléphants ou des choses comme ça, car l'instant est grave, les enfants, vous êtes les seuls à qui je donne le grand secret, parce que je sais qu'en tant que brave, vous serez en mesure de l'encaisser, parce que ce n'est pas rien. Et maintenant, on va entrer dans le vif du sujet de ce podcast 43. Ouvrez bien vos oreilles. Les Portugaises ne peuvent plus être ensablées au moment où je vous parle. Il n'y aura qu'une sirène, et la voici. Le grand secret. Je vous répète ce que je vous ai dit au début. J'allais dire 1900 machin. Il est possible qu'au début, je vous ai parlé de 1928 ou 1930. 1930, les années folles, vous rigolez. 1930, il n'y a pas eu d'invasion. Tout va bien. On était 1 an après la crise de 29, on n'était pas au mieux, mais évidemment, si la langue a fourché, vous avez rectifié. 2028, 2030. Il se passe quoi en 2028 ? Les Neptuniens nous envahissent. Et pourquoi ils nous envahissent ? On ne les connaît même pas. Parce que ils ont des pouvoirs suprêmes. Et la Terre est alors à feu et à sang. C'est dans pas longtemps. Mais enfin, au moment où je vous parle, on est donc en 2020. On est d'accord, on est en 2020. Et il y a des prémices quand même, tu vois, pas qu'au niveau de notre pays, quoi, la Troisième Guerre mondiale, c'est évoqué, et de manière assez appuyée. Et puis il n'y a pas que ces problèmes-là. Il faut savoir qu'en 2028, ça pète de tous les côtés. C'est une catastrophe. En 2028, parce qu'on dit 1% des gens, ou 50% ou 60% des gens, en 2028, tenez-vous bien, 0,3% de la population a 98,7% des richesses. Alors, outre les problèmes déjà entre pays et autres, ça devait péter. Et ça pète. Et la planète est à feu et à sang. Ils interviennent. Ils interviennent pour notre bien, hein. Faut pas s'affoler. C'est un peu surprenant au début. Alors ils ont la délicatesse de prendre notre apparence, mais là c'est pas David Vincent les a vus avec le petit doigt et truc. Il y a quelque chose sur leur fond qui clignote, et on sait bien que quelque chose qui clignote sur un fond, c'est pas très humain, quoi. Donc ils arrivent et ils règlent le problème en 3 coups de cuillère à peau. Et ça veut dire que depuis 2028, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de bagarre, il n'y a plus de barbares. Les gens sont bienveillants, les gens s'aiment, les gens se respectent. Et il y a quelque chose de redoutable d'ailleurs qu'ils ont mis en place, parce qu'après on reste humain, malgré tout. On ne devient pas des machines. Donc on est humain avec nos manques, avec nos faiblesses, avec nos souffrances, avec nos insuffisances. Voilà, et des fois on n'est pas vraiment à la hauteur. Mais pas de bagarre. Car quelqu'un qui se met dans une position de bagarre et agressif, tout de suite, il a une pointe sur le sternum, et cette pointe est de plus en plus insoutenable s'il continue. Et il sait qu'à un moment, c'est pas qu'elle sera plus insoutenable, il va tomber. Ils ont mis les points sur les i, hein, ils ont fait un code, machin. Donc, et petit à petit, et les animaux, on mange plus d'animaux. Voilà, c'est comme ça. Ils sont là, ils sont heureux, ils font la fête, truc. Ils ont réglé les problèmes écologiques, truc, parce qu'on avait un tel retard, tu penses bien. C'est bien, on est bien. On va morfler jusqu'en 2028, je suis désolé de vous le dire, hein.
on va déguster. Mais parfois, pour s'en sortir, il faut aller vraiment au fond des ténèbres et rebondir du fond de la piscine. J'ai bu la tasse chin-chin, les yeux bleu marine. Isabelle Adjani, je te salue. On a fait des soirées pasta avec Isabelle Adjani. Ça remonte un peu, je te dis pas. Mais le sujet n'est pas là. Donc les Neptuniens, c'est pas mal. Mais il y a quelque chose d'extrêmement troublant. C'est que sur Neptune, on joue au foot. Et on est complètement fada de foot. Marrant, hein? Non, j'avais pensé. Déjà, il fallait savoir que, il se passait des choses sur Neptune, tu vois, qu'il y avait, voilà. Il y avait de la vie. Et il y avait du foot. Avec, bizarrement, à croire que ce sont eux qui l'ont... Là, ils n'ont rien dit. Hein. On dit c'est les Anglais qui ont inventé, qui ont codifié et tout. Moi, je me demande si, tu vois, ils n'ont pas un peu influencé le truc. Mais le sujet, ce dont on va parler maintenant, n'est pas là. Ils ont des pouvoirs suprêmes. Mais cela leur a permis de constater que certains matchs, et non des moindres, ont été faussés. Alors, les matchs où des gens ont triché, se sont pas fait avoir, comme la main de Maradona, par exemple, et tout, là, le match, il est faussé par la force des choses. Mais je veux dire, il n'y a pas une force extérieure qui fait basculer les choses. Là, ça se règle entre humains. T'as pas vu la main, il a mis la main, Chilton, etc., etc. Or, et je vous en ai souvent parlé, je savais, mais je ne pouvais pas tout vous dire et tout, je ne veux pas être trop violent dans les révélations. Les dieux du football existent. Et ils ont une influence. Et donc, ils faussent le match. Ils peuvent fausser les matchs. Et il y a un match lors de la Coupe du Monde 86 qui a été faussé. Un seul. Des fois, on dit, les dieux du football étaient avec eux, les dieux du football n'étaient pas avec eux, parce qu'il y en a un qui avait du cul, et l'autre, il n'en avait pas. Ah oui, d'accord, tu vois, bon. Mais c'était pas les dieux du football. Parce que les dieux du football, contrairement à ce qu'on pense, ils sont pas là toutes les 3 secondes à regarder un match. Il y a tellement de matchs. Et ils sont pas si nombreux. Mais ils ont faussé un match. Et ça leur plaît pas du tout, les Neptuniens. Et ils le savent. Ils ont faussé la demi-finale France-Allemagne à Guadalajara. Eh oui. Car l'un des dieux les plus influents, on va savoir pourquoi, c'est pas de bol, il n'aime pas la France. Ça ne nous arrange pas. Tant et si bien que ce même dieu a influencé la demi-finale 82. Et dans la réalité, car le match a été rejoué, donc tout ça, ça se passe en 2030. 2028, invasion, ils mettent tout en place. Et là, ils règlent l'histoire du football et des matchs faussés. En 2030, donc, ils réalisent des matchs qui ont basculé d'une manière qui n'est pas humaine, avec des forces extérieures. Et eux, ils veulent rétablir les choses. Donc, en fait, cette demi-finale, France-Allemagne à Séville, je fais une parenthèse, est remportée par la France 2-1 avec la frappe d'Amoros qui, certes, tape la transversale, mais ricoche sur la transversale et le ballon va au-delà de la ligne de but, les buts donc gardés par Harald Schumacher. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de prolongation. Il n'y a pas de Bossis, de Didier Six qui rate les pénaux, de Stielicke qui rate les pénaux. Malheureusement, il n'y a pas la reprise de Marius, je suis désolé. Marius, si tu nous écoutes, sacré Marius. Il n'y a pas l'extérieur du pied de Giresse. D'un autre côté, il n'y a pas les buts de Rummenigge et Klaus Fischer. La France a gagné 2-1. Tant et si bien que cette finale, il va falloir la refaire. Elle n'est pas encore refaite. Ça sera dans un prochain podcast. Et, tenez-vous bien,
je vais me faire interdire de toutes les pizzas de Paris. Cette finale, 82, à Madrid donc, au stade Santiago Bernabéu, elle sera contre le Brésil. Car le match Brésil-Italie a également été faussé. Et en fait, le score sera de 2 buts partout. Rossi s'arrête à 2 buts. Et match nul, le Brésil est qualifié et le Brésil battra ensuite la Pologne 5-0. 2 buts d'Eder, 1 but de Zico, 2 buts de Socrates. Mais, donc tout ça, ça a été rejoué. Le France-Brésil, finale 82, n'est pas encore joué. On le vivra ensemble. Et le France-Argentine n'est pas encore joué. Et ce match, on va le vivre en direct, ensemble, sur le podcast 43 et quelques podcasts qui vont suivre. Vous me suivez toujours. Et c'est là où ils ont un pouvoir extraordinaire. C'est qu'ils font en sorte. Alors on va pas, on le rejoue. On est en 2030, messieurs les Neptuniens. On le rejoue, mais alors les mecs de l'époque, il y en a peut-être certains qui sont morts d'ailleurs en face. Braun, Tata Braun, peu cher, il nous a quittés il y a quelques mois. Les Français, Dieu merci, ils sont tous là, mais les mecs qui rampent, tu vas mettre un short à certains. Mais non, eux, ils ont réglé le problème. Ils ont le pouvoir. C'est-à-dire que nous allons nous retrouver, d'ici quelques minutes, au Stade Aztèque, dans les réelles conditions, avec les réels spectateurs, pas téléspectateurs, en revanche. Ils refusent que le match passe en direct à la télé, donc vous ne l'entendrez que de vive voix, avec la mienne, car j'ai été choisi par eux, et je serai assisté, figurez-vous, d'un grand champion de football neptunien, qui a la délicatesse de prendre notre voix, il a un petit accent, mais il est à côté de moi, et il n'a même pas de nom, parce que les Neptuniens n'ont pas de nom, c'est spécial aussi, mais enfin bon, ça, on s'en fout, je l'appellerai monsieur sans nom, enfin bon, bref, on va faire, et parce qu'après sa grande carrière sur Neptune, il a été journaliste, il commentait des matchs, et ils ont estimé que j'étais le king du football en France, sur quoi on ne peut pas leur donner tort. Donc, cette Coupe du Monde 86, moi, j'avais suivi pour TF1 à l'époque, machin. De toute manière, la finale se passait sur Antenne 2 à l'époque. Donc, étant sur TF1, je risquais pas de la commenter. Mais, ils m'ont dit, c'est toi qui vas la commenter. Bon, de toute manière, j'ai pas le choix, hein, ferme ma gueule. Mais ça me fait plaisir, cela étant. Donc, ça veut dire que ils vont me transposer, boum, au Stade Aztèque. Et l'arbitre, les 11 joueurs argentins qui ont joué d'ailleurs, cette finale qui n'en est pas une, puisque c'est pas le bon adversaire, l'Allemagne, Argentin, seront les mêmes, mais dans les mêmes conditions, on va se retrouver dans les mêmes conditions. Ça veut dire que moi j'ai 34 ans de moins. Ça va me faire drôle, mais bon, c'est comme ça. Et les Français, ils se retrouvent dans les mêmes conditions, avec la même fatigue, et une fatigue supplémentaire, car la demi-finale, elle, c'est rejoué, alors pour le coup, dans des conditions correctes. Sachez pour la petite histoire, donc l'Allemagne avait quand même sa chance, si vous voulez. Parce que c'est pas les joueurs allemands qui ont dit « Oh, Dieu du football, influence le match ». Eux, ils y peuvent rien. Donc, cette demi-finale, elle a été rejouée. Score final, 2 buts partout. 1 but partout à la fin du temps réglementaire, 2 buts partout à la fin des prolongations. Victoire au tir au but de la France. 2 buts de Rocheteau, sur 2 centres de Bellone. D'ailleurs, les buts se ressemblent un peu, c'est curieux. Ils ont eu la gentillesse de me faire vivre ce match, à défaut de le commenter. Et tenez-vous bien, ça c'est rigolo d'ailleurs, dans les tirs au but, eh bien Platini, qui avait raté en quart de finale, donc, à Guadalajara contre le Brésil, il tire sur le poteau. Tu le crois, ça? Et Bossis, qui n'a donc pas raté le tir au but, puisqu'il n'y en a pas eu à Séville, il marque d'un intérieur du pied. C'est Max, ça, relax. Marqué à Séville, c'était aussi de l'intérieur du pied. Mais là, il prend le gardien à contre-pied, tout va bien. Donc, Platoche a raté son penalty, mais de l'autre côté, comme Magat et Briegel ont raté le leur. Alors, je vous donne quand même les bons tireurs au but français. Il y a donc eu Bossis, il y a eu Amoros, il y a eu Luis Fernandez, il y a eu Giresse, Platini, je vous l'ai dit, et donc il en fallait un 6e, et c'est Bellone.
C'est Bellone qui l'a mis. Mais il n'y a pas l'histoire du poteau, gardien de but, il l'a mis tranquille. Donc, vous me suivez. Je sais que tout ça paraît invraisemblable, mais c'est pas la triste réalité. Je trouve que c'est une belle réalité. Si ce match, et comme quelques autres que je vous ai cités, ont été influencés par des forces extérieures, ça va pas. C'est pas normal. Et donc là, nous allons assister à la vraie finale, donc sans influence, France-Argentine. Et si vous m'avez bien écouté, vous réalisez que la France, sur les 3 dernières finales, enfin compétition, qu'elle soit mondiale 82, qu'elle soit continent européen 84, et donc encore mondiale 86, il y a 3 finales de rang. Alors, France-Brésil, 82, je peux pas vous le dire, ça s'est pas encore joué. C'est bizarre, on va jouer la finale 86 avant la finale 82. Ça, j'y peux rien, moi, un truc et tout. Mais en tout cas, ils vont faire une finale France-Brésil, qu'on vivra évidemment sur certains podcasts plus tard. Ils gagnent l'Euro 84, là, il n'y a pas eu d'influence et tout, on n'a rien refait. Et là, ils refont une finale. C'est pas rien, ça. C'est pas rien. Alors, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, avant que... Oui, vous permettez, messieurs, parce que pour les gens, c'est un petit peu loin, il y a des jeunes qui nous écoutent, qui n'ont pas vécu ça, il faut remettre un petit peu les choses en perspective, on est d'accord. D'accord. Alors pour la France, premier match, bat le Canada difficilement à 1-0, but de Papin, il a 25 occasions, mais enfin il en met 1 sur 25, et ça suffit, 1-0. On pense qu'on va être massacré derrière par l'URSS de Lobanovski, qui en a mis 6 lors de son premier match contre la Hongrie, mais on fait un très beau match, 1 but partout, but de Luis Fernandez, et le 3e match, on bat la Hongrie 3-0. Ce qui veut dire qu'on se qualifie pour les 8e de finale. Les 8e de finale vont se dérouler au stade olympique de Mexico. Il y a 2 stades à Mexico pour cette phase finale, le stade olympique, donc les Jeux Olympiques de Mexico 68, voilà, et le fameux stade Aztèque. Et au stade olympique de Mexico, la France va battre le tenant en titre. On le croit à ce moment-là, mais en fait c'est pas le tenant en titre, puisque l'Italie n'est pas championne du monde en 82. Ils vont être contents, les Italiens qui écoutent le podcast. Mais je n'y peux rien, moi, m'emmerdez pas. Donc, on croit à l'époque qu'ils battent les tenants du titre, mais c'est pas les tenants du titre, puisque la finale, c'est France-Brésil. Quoi qu'il en soit, ils battent l'Italie 2-0, Platini, Stopira. Vous savez qu'en quart, à Guadalajara, le Brésil, 1 but partout, tir au but, Socrates, Nani, boum. On passe avec un super Joël Batz, qui sauve un penalty déjà dans le match frappé par Zico. Et se retrouve donc en demi-finale contre l'Allemagne, et là, 2 buts partout, victoire de la France au tir au but. De l'autre côté, l'Argentine. Alors l'Argentine, c'est très curieux, parce que Bilardo a pris les rênes en 83, puisqu'ils ont raté quand même, ils sont champions du monde en 78, mais en 82, toujours avec le même sélectionneur, le charismatique Menotti, il passe à côté, il s'était tombé dans un groupe difficile, hein, je veux dire, avec le Brésil, l'Italie, il y avait des groupes de 3 au 2e tour, bon, ils sont éliminés, Maradona exclu, tout ça, ils pètent les plombs contre le Brésil et tout, bon, changement, Bilardo, et là, c'est une autre philosophie. Menotti, c'était un football dit romantique, axé sur le jeu, etc., enfin romantique, si tu vois quand même certains clients de 78, des gars comme Passaria, Valdan, Gallego, pas Gallardo, hein, même Tarantini qui est complètement excité, tu vois, il n'y a pas que des poètes. Après, il y a beaux joueurs de ballon, Bertoni, Kempes, Luque, qui est un bon avançant, Tarantiles, etc. Bref, mais en 82, ça se passe mal, arrive Bilardo. Bilardo, qui était déjà comme joueur à l'école d'Estudiantes de La Plata, qui était l'école du vice, et qui aura des très bons résultats à l'époque, Copa Libertadores, Coupe Intercontinentale, où ils vont en finale, des fois ils perdent, des fois ils la gagnent, comme contre Manchester United par exemple. Et après, il est entraîneur, et donc là, il prend la sélection. Mais ça se passe très très mal. Et avant cette Coupe du Monde,
donc cette phase finale, ils sont quand même qualifiés 86 au Mexique, ils se font démolir et massacrer par la presse. Il y a une très mauvaise ambiance au sein de l'équipe même. Il y a les pros Passarella, le capitaine mythique de 78, etc., et les pros Maradona. Et Maradona va mettre tout le monde d'accord. Mais d'une manière, comment vous expliquer, c'est pas d'une manière saine, parce que Passarella, pas clair du tout dans cette histoire, voyant ses propres intérêts toujours au détriment de l'équipe. Mais même les matchs amicaux, tout ça, par exemple, au mois de mars, la France et l'Argentine se rencontrent en amical au Parc des Princes. Et dans l'équipe de France, il manque quand même Giresse, Platini au coup d'envoi. La France gagne 2-0 sans trop de problèmes devant l'Argentine. Alors bon, c'est un match amical, on peut pas. Mais tout le long, ça va être comme ça pour l'Argentine. Bref. Mais l'Argentine, premier match de cette phase finale, ils battent la Corée du Sud 3-1. Bon, tu bats la Corée du Sud non plus, c'est pas de quoi sauter au plafond, ça ne donne pas de garantie, mais ça y est, Maradona a pris le pouvoir, les choses se passent bien, tout le monde tire dans le même sens. Et le match d'après, à Puebla, que je commentais, je me souviens avec Michel Hidalgo, score final, 1 but partout. Ouverture du score de l'Italie, de mémoire, c'est Altobelli, je crois bien. Et égalisation d'une pichenette, d'un coup de patte de Maradona. Et troisième match, pas de problème, contre la Bulgarie, 2-0 au stade olympique de Mexico. Et après, l'Argentine va jouer au stade Aztec. J'insiste là-dessus parce que c'est quand même un avantage. L'équipe de France n'a jamais joué au stade Aztec pour l'instant, hormis la finale qui arrive. L'équipe de France, ils sont baladés, et puis surtout, les deux gros matchs, contre le Brésil et l'Allemagne, c'est Guadalajara. C'est pas le stade Aztec. Alors que ils ont joué 4 fois à Mexico City, les Argentins, 2 fois stade olympique. Alors oui, l'équipe de France au stade olympique, une fois au Mexique, enfin bon, c'est pas le stade Aztec. Mais 2 fois au stade Aztec, et pas n'importe quel match, les quarts de finale contre l'Angleterre, victoire 2-0, la main de Maradona plus l'action de génie de Maradona. Non, 2-1. Lineker réduit la marque. On a toujours tendance à oublier sur ce centre de John Barnes, ce but de Lineker, mais un peu trop tard, à quelques minutes de la fin. Et puis, nouveau récital de Maradona en demi-finale, où il met 2 buts à Jean-Marie Pfaff sur des accélérations. Donc, tout tourne autour de Maradona, parce que Bilardo a fait une équipe pour Maradona. Il n'y a pas de grand talent argentin à cette époque-là, hormis Jorge Burruchaga et un autre Jorge Valdano, l'attaquant. Donc vous avez, maintenant, on va voir le 11 majeur de chacune des équipes pour cette finale. Côté Argentine, alors c'est le même arbitre de l'époque, arbitre brésilien, M. Romualdo Arpi Filho. Vous avez dans les buts Pumpido, joueur de River. Vous avez arrière droit Coutsiufio. C'est pas facile parce que c'est C-U, Coutsiufo, qui est un joueur de Vélez. Défense centrale, vous avez Tata Brown, qui lui joue à Deportivo Espagnol. Mais c'est un club argentin. Hein. Et stopper Ruggieri, à l'époque, il y a encore défense alternée, quoi. Un gars qui est un peu plus libéraux et un gars qui est un peu plus stopper, mais ils sont quand même chacun dans leur zone. Ruggieri, qui lui joue à River. Et arrière-gauche, Olárticochea, Boca Juniors. Donc, ils ont 4 défenseurs, mais qui se transforment parfois en 5 défenseurs, car déjà, nous on l'a vu bien plus tard avec certaines équipes, déjà, Batista, qui est le milieu défensif juste devant la défense, le plus défensif de tous, parce qu'il y a un paquet quand même de milieux de terrain plutôt défensifs, souvent il vient se mettre entre Brown et Ruggieri. Et milieu de terrain, vous avez donc Batista. Vous avez, alors Batista, lui, il est Argentinos Junior. Vous avez Ricardo Giusti, Independiente. Vous avez Héctor Henrique, pas un tendre, River. Et vous avez Burruchaga. Donc vous avez
4 milieux de terrain. Mais Maradona est également milieu de terrain. C'est un 9,5. Mais... Donc, ça, parfois, 5. Donc, 5, une ligne défensive de 4, ça fait 9, un gardien 10. Il y a un seul attaquant, Valdano. Je sens que je vais éternuer. Je le sens. Est-ce que je... Non, j'ai pas pu l'éviter. Donc, c'est une équipe quand même très défensive et où il y a un seul joueur qui fait la différence, même si bon, Chaga, Valdano, je vous ai dit, c'est pas des peintres, mais c'est pas suffisant. C'est Maradona. D'ailleurs, j'ai oublié 8e de finale, puisque je parlais des quarts et des demi. 8e de finale, il bat difficilement l'Uruguay 1-0, un but de Pascouli. Pascouli qui, lui, pour le coup, était un avant-centre. Mais à partir de ce match contre l'Uruguay, quart, demi, et donc maintenant, on va le voir finale, c'est cette configuration-là. Et depuis qu'il y a cette configuration, il y a eu 4 buts pour l'Argentine, et les 4 buts ont été marqués par Maradona. Donc, si nous, Français, on règle le problème Maradona, on a réglé 90% du problème. Mais les Anglais le savaient, les Belges le savaient, ils n'ont pas réussi. Maradona est au sommet de son art, il a fait beaucoup de sacrifices pour cette Coupe du Monde, parce qu'on sait déjà qu'il a des problèmes avec certaines substances, et puis c'est pas quelqu'un de régulier, il prend avec les pastas napolitaines 8 kilos, il en perd 4, etc. et tout, c'est pas un modèle de régularité, mais c'est un génie, et là, il a fait les efforts, donc on est mal, quelque part, tu vois, il va avoir 25 ans le 30 octobre qui suit. Platoche en face, Platoche, il vient d'avoir 31 ans et il est au bout du bout. Alors, ça reste un phénomène, un génie aussi, mais c'est plus le Platoche de 2 ans auparavant à l'Euro avec ses 9 buts. En plus, il a une merde physiquement, il est pas au mieux, c'est comme ça. Alors, de l'autre côté, équipe de France, dans les buts, Joël Batz. Arrière droit, William Ayache. Défense centrale, Bossis Battiston. Manuel Amoros à gauche. Milieu de terrain, Fernandez et Tigana, plutôt défensifs et relayeurs, parce que ce sont 2 bons joueurs de ballon. Giresse, un peu en 10. Platini en 9,5. Et Bruno Bellone, qui est titulaire, c'est Yannick Stopira qui n'est pas là, aux côtés de Dominique Rocheteau en attaque. Et maintenant, eh bien, on y va, vous me mettez au Stade Aztèque, c'est bon? On y va? Eh bien, on va au Stade Aztèque, les enfants. C'est incroyable, parce que moi, je sais. Moi, je suis dans une situation où je sais très bien, je sais jusqu'à 2030, et même un petit peu au-delà pour tout vous dire, mais rien, évidemment, ils m'ont brouillé le cerveau. Pour cette finale, on est au Stade Aztèque, les enfants, on est au Stade Aztèque et il y a une ambiance, 115 000 spectateurs, c'est dommage que vous ne pouvez pas voir ça, je me demande pourquoi ils ne veulent pas que ce soit télévisé, alors qu'il y a des caméras, que j'ai un écran de contrôle qui me sera bien pratique pour vous commenter le match, enfin revoir certaines choses au ralenti, donc amis braves... bonjour, on est, enfin, ou un peu bonsoir avec le décalage horaire, mais ici, ça se passera en diurne, j'ai la compo des équipes, je vérifie par rapport à tout ça, ouais, c'est bien ça, Bassaya, je voudrais pas qu'il y ait un impair ou au dernier moment qu'il y ait eu un changement du côté argentin. C'est tout à fait ça. Donc je suis accompagné d'un ancien grand champion sur la planète Neptune qui a été un confrère après assez fameux sur cette planète à mes côtés. Il n'a pas de nom, ce qui est pas pratique, donc de temps en temps, mais il a la délicatesse, c'est parce qu'il parle pas comme nous. Mais là, il est programmé pour parler comme nous, sinon on va rien comprendre. Eh bien, bonjour. Je peux pas dire bonjour, monsieur. Bonjour. Il y a un peu des intonations, mais je pense que vous allez vous y faire. Déjà, peut-être dire à nos amis braves qui découvrent tout ça. Quelle ambiance, les enfants. J'avais oublié le Stade Aztèque quand même, c'est pas rien. Et autant vous signaler que... Ouais. Il y a au moins, on estime la présence de 60 000, c'est énorme, 60 000 supporters argentins.
il y a quand même 15 000 supporters français, et puis le reste, il y a des Mexicains, basanés, un sombrero sur le nez, anguille, anguise, 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 des parasols, et puis un petit peu un petit peu de partout. Juste en 2 secondes, et puis évidemment, on va s'attarder, s'intéresser. Pour l'instant, les joueurs se sont échauffés tout à l'heure. Il y a personne sur la pelouse, hormis les photographes. Il y a vraiment beaucoup d'agitation. Juste en une petite minute, peut-être du côté de Neptune, il y a des matchs de cette envergure aussi, de ce niveau-là. On peut dire que les Neptuniens sont largement supérieurs, je veux dire, en matière de football. S'il y avait le 11 majeur de Neptune contre une des 2 équipes aujourd'hui, il y aurait 10-0 pour une des 2 équipes. Là, ça c'est vraiment le même niveau. Non, c'est assez curieux d'ailleurs. Il y a des génies comme Maradona, Platini aussi chez nous. Modestement, j'étais un joueur de cette envergure. Vous l'avez dit préalablement, vos amis braves que je salue d'ailleurs. Nous sommes très 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 fiers, et je suis finalement assez flatté de m'adresser à eux. Ils font partie, je crois, en France de l'élite, des grands connaisseurs de football pour vous suivre. On entendait d'ailleurs à Neptune, et je n'ai pas honte de le dire, que je me suis inspiré de certaines de vos reportages. Et non, il y a vraiment beaucoup de similitudes. J'espère que pour vous, ça reste audible. Je ne veux pas vous vexer, hein. Je sais déjà que vous avez fait beaucoup d'efforts, mais déjà qu'il n'y a pas l'image. Non, mais bien sûr, aucun problème. Alors, évidemment, dès que j'ai su que je faisais ce match, je l'ai su il y a pas longtemps, hein, je vous l'ai dit, mais on va transposer là-bas quand même 48 heures avant de revenir vous parler et avant d'y retourner. Maintenant, là, j'y suis au Stade Aztec. Et donc, dans les 48 heures précédentes, ne réalisant pas, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai pu par téléphone interviewer certains de nos joueurs qui vont bientôt être là sur la pelouse et disputer ce match. On va vous faire passer ces enregistrements si on a le temps, hein. Je pense que ça doit coller au niveau timing. D'abord, j'ai eu Manu Amoros au téléphone. Je vous laisse entendre cet entretien. Allô? Ouais, Manu, c'est Didier. Excuse-moi, Didier Roustan, excuse-moi de te déranger dans ce moment de recueillement, de récupération, on va dire. Est-ce que tu peux m'accorder quelques minutes d'interview? Allez, sois sympa, Manu. Oui, pas de problème, Didier, impeccable. Ouais, y a pas de souci. Bon, tu es gentil. D'abord, comme on s'est pas eu depuis. Bravo pour cette demi-finale et ces 2 buts de Dominique Rocheteau, 2-2, tir au but, super. Bon, fantastique. Alors, demain, c'est le grand rendez-vous au Stade Aztec contre l'Argentine. Est-ce que tu les as vus jouer, toi, un peu à la télé ou les Argentins? Tu les as vus un peu? Oui, on les a vus jouer. Si tu veux, aujourd'hui, cette équipe se comporte comme une équipe où il y a Maradona et il y a un peu les autres. C'est Maradona qui fait un petit peu le point fort de cette équipe. Ouais. Donc on va essayer de voir si on peut le neutraliser. Vous savez que Jean Tigana, il adore ça. Oui. Peut-être pas faire du marquage individuel, mais rester bien dans sa zone et le prendre quand il faut. Donc sûrement qu'on ira l'aider, mais avant tout, on prône d'abord pour la récupération. Alors justement, tu me parles de Maradona, ça tombe bien parce que l'Argentine, ils ont juste Valdano et Maradona en pointe. Et Maradona, tu te souviens, le but contre l'Angleterre, c'est sur le côté droit. Toi, demain, tu vas être arrière-gauche. Oui. Tu l'appréhendes comment, ça? Il faut pas appréhender. Je crois que Maradona, de toute manière, on le connaît, hein, c'est un super technicien. Il va très vite sur 2 ou 3 mètres. Et il faut pas lui laisser d'espace. Donc, à partir de là, dès qu'il va recevoir le ballon, il va falloir qu'on monte sur lui et qu'on l'empêche de jouer. Alors, bien sûr, il va falloir jouer en équipe, c'est-à-dire très serré, pour pas qu'il y ait des espaces. Pour pas que les autres s'engouffrent dans les espaces, peut-être qu'on va laisser, parce que c'est vrai que Maradona va prendre l'attention de tous les joueurs de l'équipe de France quand il va recevoir le ballon.
À la limite, quand tu vois un peu l'histoire, contre l'Uruguay, c'est Pascouli qui marque et il gagne 1-0, mais derrière, quart de finale, 2 exploits individuels de Maradona, enfin bon, la main, exploit individuel, mais enfin 2 buts de Maradona, contre la Belgique, 2 buts de Maradona, on peut estimer que si vous réglez le problème Maradona, alors si j'ai bien compris ton histoire, il y aura quand même une deuxième lame si le premier joueur est passé, mais surtout ne pas lui donner de la vitesse, quoi. Exactement, ne pas lui donner de la vitesse, bien jouer groupé, parce que bon, de toute manière, Maradona, comme il est actuellement, il est inarrêtable. Donc à nous d'essayer de faire le maximum pour l'empêcher de jouer, parce que comme tu as dit, Didier, tous les matchs que pratiquement que l'Argentine a gagné, c'est grâce à Maradona. Donc il est vraiment au top niveau de sa forme aujourd'hui. À nous de montrer que on mérite cette finale et pourquoi pas de l'emporter. Et toi, physiquement, en demi-finale, il y a eu cette grosse semelle de Lothar Matthäus sur ta cheville droite. Bon, sans m'en dire trop, comment tu te sens cette cheville? Ça va. On a fait des tests avec le docteur et les kinés, ça va. Voilà, c'est des moments de récupération, beaucoup de glace, beaucoup de soins sur la cheville, mais bon, sinon, ça va. Normalement, si le coach me fait confiance, je tiendrai ma place. Alors juste un petit truc, Manu, de toi à moi. Si à la 87e minute, comme à Séville, tu pouvais m'enclencher ce tir et ce ballon qui ricoche sur la transversale et qu'on n'en parle plus, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Écoute, j'en serais ravi, surtout s'il y a la victoire au bout. Mais tu sais, les matchs se suivent, ils ne se ressemblent pas. Il y a des situations où on peut tirer au but. Alors après, bien sûr, si les situations se présentent, t'en fais pas, j'essaierai de mettre ma frappe et surtout de marquer et donner la victoire à l'équipe de France. Moi j'en rêve de ce but. Ça sera trop beau. Ah ben, nous aussi, ça serait génial d'être en finale et de gagner cette finale. Déjà qu'on est en finale, la gagner, ça serait extraordinaire. Bon, super Manu. Écoute, j'insiste pas trop. Je te dis merde pour demain et puis on se voit après le match. Allez, super Didier. Je t'embrasse. À bientôt Manu. Je t'embrasse. Au revoir. À bientôt. Ciao. Ciao. Oui, parce que je vous avais pas dit justement cette histoire de cheville. Bon, manifestement, ça a l'air de bien se passer. Je pouvais pas empêcher quand j'ai appris plus tard aussi que la France avait battu 2-1 l'Allemagne avec ce fameux but, la transversale et but. J'ai pas pu m'empêcher de lui en parler. Les drapeaux argentins qui s'agitent, les tambours, c'est magnifique. Et les Français, je les vois là-bas. Je suis obligé de vous décrire, vous n'avez pas les images. Ils sont côté gauche, là, du côté où Maradona a marqué ses 4 buts au Stade Aztec. Là, décidément, je veux dire, il préfère ce côté-ci, ou en tout cas, on va dire qu'il est plus efficace de ce côté-ci. Ensuite... j'étais en relation hier donc avec Bruno Bellone qui a eu la gentillesse. Les trois, ils ont été sympas quand même parce que bon, je me suis fait un peu violence la veille d'une finale, mais enfin bon, c'était aussi une époque où on avait des relations très étroites avec les joueurs et où j'avais quand même demandé l'autorisation à Henri Michel, le sélectionneur, qui est un vieux copain aussi. J'avais dit, Henri, si je t'en prends 3, ça va pas les tuer, quoi. Ouais, récupération, machin, dis-moi un peu les heures où je dérange le moins, où c'est pas la sieste, etc. Et Henri a vraiment été très sympa. Je vous propose, pour l'instant, je pense qu'on a le temps aussi, il va falloir se dépêcher, d'écouter cet entretien avec Bruno Bellone. Allô? Oui, Bruno, c'est Didier. Je suis désolé Didier Roustan. Je suis désolé de te déranger, mon petit Bruno. On est à 24 heures de cette finale et j'imagine que tu décompresses et que tu as la tête à cette finale. Mais comme je vais la commenter demain, je voulais que tu me dises un petit mot. Déjà, tu te sens comment? J'imagine un peu sur un nuage après ces 2 centres victorieux pour les buts de Dominique. Ah ben écoute, c'est sûr que là on est sur un nuage tous d'ailleurs, et puis d'être en finale contre l'Argentine, c'est magique. Tout le monde rêverait de jouer contre l'Argentine en finale sur le stade Aztec, où ça va être un moment merveilleux pour nous.
Dire, là, on a éliminé l'Allemagne au penalty et tu sais très bien que le penalty que j'avais tiré contre le Brésil, où j'ai eu beaucoup de chance. Là, cette fois, j'ai eu la lucidité de la mettre au plat du pied et j'ai pris le gardien à contre-pied. Et d'avoir fait marquer 2 buts à Dominique, ça c'est mon kiff, ça, de faire marquer. Je préfère faire marquer que marquer moi-même. Tu sais que je tremblais pour toi au moment des tirs au but, parce que je me disais que forcément... Alors que là, bon, contre le Brésil, je me souviens que tu pensais pas le tirer, tu avais été pris de court. Là j'imagine qu'Henri Michel... on commentait le match avec Michel Hidalgo, ton ancien sélectionneur aussi, et bon, là, c'est Henri. Je pense qu'il s'y est pas pris au dernier moment, là, pour te dire, bon, Bruno, tu tires, ou quelque chose comme ça. Bah là, c'est différent, puisque j'étais titulaire pour le match, donc ouais. Par rapport au Brésil, où je suis rentré dans les prolongations, donc c'est vrai. C'était pas le même match. Et puis là, bon, je savais que voilà, je pouvais tirer le penalty après avoir sifflé le à 2-2, donc j'étais préparé. Oui. Déjà, donc voilà, c'est différent que là, contre le Brésil, j'étais pas préparé du tout, puisque je savais pas que j'allais tirer, donc la pression était différente, tu vois. Donc là, quand tu es plus dans le match et préparé, tu sais que tu vas tirer, c'est totalement différent. Bon, et mieux concentré pour tirer un penalty, quoi. Absolument. Bon, les fameux centres pour les buts de Dom, cette relation, tu sentais qu'il allait jaillir comme ça au premier poteau. Enfin, Dominique, bon, c'est pas un avant-centre né, quoi. C'est un peu sur la fin. Enfin, vous aviez établi des combinaisons. Comment ça s'est passé? Bah après, c'est le travail qu'on fait à l'entraînement, c'est une préparation, c'est voilà, il me connaît, tu sais, à force de faire des stages ensemble, que ce soit à Fort-Romeu ou à Paris, je veux dire, on a l'habitude de jouer et il connaît mon style de jeu, donc il sait que à n'importe quel moment je peux centrer et que voilà, c'est lui, il va piquer au premier ou alors au deuxième, et puis comme il est bon de la tête et en plus il est très très adroit devant le but. Voilà, c'est une chance que chaque fois que j'ai centré les 2 fois, il a été là au bon moment, quoi. Voilà, et ça, c'est magique pour nous, quoi. Bon, écoute, c'est merveilleux. J'en tremble déjà de ces matchs, Bruno. Et puis, je me souviens de toi, tout gosse, quand je jouais contre des gens plus âgés du Canet Rocheville, et toi derrière les buts avec ton ballon, et te retrouver là en finale au Stade Aztec, je t'avoue que... Et ben voilà, quoi, quelque part, c'est la famille. Ça me touche beaucoup. Écoute, merci, c'est très sympa de ta part d'avoir accepté ce petit entretien alors qu'on est à 24 heures de tout ça. Je te dis un gros merde, mon Bruno, et puis on se voit après cette finale, et puis tout va bien se passer, d'accord? Merci, mon Didier. Allez, merci. Je t'embrasse. À bientôt. Ciao, ciao. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Bruno qui termine fort, hein, cette Coupe du Monde, donc déjà son entrée avait été quasiment décisive contre le Brésil, car outre le tir au but, s'il n'y a pas cette faute de gardien de but brésilien et cet arbitre, alors là ça n'a pas été faussé par les dieux du football, mais enfin qui le jette à moitié en sortant de son but. Bref, enfin en tout cas, on a gagné au tir au but. Bon, on va pas revenir là-dessus. Il faut que je me dépêche, je crois. Le chrono qui tourne. Le troisième, c'est Luis Fernandez. Allô? Luis, c'est Didier. Oh, comment tu vas? Eh ben, c'est à toi qu'il faut demander ça, mon petit Luis. On prépare, on est là, on est à l'hôtel, on prépare le match tranquillement, on est en train de se mettre en place, on est en train de se concentrer, tout ce que l'on veut, ce qu'on veut pour préparer ce match-là qui nous attend. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce qu'il y a de la nervosité? En face, il y a Maradona. Comment? Non, on est heureux, on est content, on sait très bien qui on joue,
connaît l'adversaire, un adversaire de taille. Oui, tu le cites, tu l'as nommé. C'est Diego Armando Maradona. Ça, c'est un grand. Tu sais comment doit-on se préparer, comment doit-on le bloquer, parce que c'est un peu comme ça qu'on a mis en place. On essaie de la stratégie, tu sais, la tactique pour essayer de le contrer, cet élément-là. Et puis bon, il y a Jeannot et toi, c'est vous qui allez être le plus souvent confronté à lui. Alors fais attention, ne lui mets pas des pains. Attention, c'est Maradona, tu respectes. Non, on le respecte. Je te connais. On va pas quand même pas le laisser passer, on va pas lui laisser. Oui, mais je te connais. Non. Tu sais très bien qu'on le prépare ce match bien pour essayer de bien le prendre avec Jeannot et puis d'empêcher un peu ce grand. C'est vrai que c'est lui qui fait une différence, c'est lui qui dribble, il le fait remarquablement bien, mais nous on a envie de réussir quelque chose de grand, quelque chose de fort, parce que tu sais, même s'il y a Maradona, on a aussi on a Platini, on a Jeannot, on a même des grands aussi avec nous, quand même, il faut pas les oublier ceux-là, non? Ouais. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous les étouffez d'entrée, vous attendez, vous observez, il y a un petit truc, tu peux me dire un truc, ça reste entre nous, Louis. L'interview, elle passera juste avant la finale, de toute manière. Non, on peut, ce qui a été la mise en place, on a envie de jouer aussi. On a des joueurs qui ont cette vocation à avoir le ballon dans les pieds, à vouloir aussi jouer. Et puis tu sais, on est une équipe joueuse. Tu la connais, notre équipe. Ouais, très bien que je la connais, Louis, mais attention. Ne va pas dans la gueule du loup, parce que les mecs, ils ont 5 défenseurs derrière, des milieux défensifs, ça les arrange. Ce sont des Sud-Américains. Tu sais, les Sud-Américains, c'est aussi une équipe où il y a un certain, tu sais, il y a on va dire, c'est solide. La grinta. Il y a la grinta, il y a aussi, c'est des compétiteurs, mais ils ont aussi ils savent très bien qu'ils ont un joueur sur lequel ils peuvent s'appuyer. Ils ont aussi des Valdano, des Borrochaga, tu sais, c'est quand même pas, c'est quand même une équipe qui est formidable. C'est pour ça qu'on est motivé, on a envie de faire. Alors c'est pour ça que dans la préparation, dans le match, on en parle assez souvent entre nous là. Tu vois, aujourd'hui on est un peu plus détendu, on est content, on est heureux de les jouer, mais je peux te dire qu'on est à fond parce qu'on a envie de faire quelque chose de grand. Alors, au niveau de la presse française et les retours que j'ai de la France, il y a quand même cette grosse inquiétude parce que Guadalajara, 2 fois en quart contre le Brésil et là maintenant contre l'Allemagne. Contre l'Allemagne, vous faites chaque fois des prolongations, des tirs au but. Donc nerveusement, les gens pensent que vous avez intérêt à vite régler l'affaire avant les prolongations, sinon ça va être très compliqué. Ce qu'il faut tenir compte, c'est qu'on a peut-être pas autant d'expérience que nos adversaires à ce niveau-là, et même si maintenant on a des joueurs qui commencent à devenir et à être plus forts que ce qu'on a eu dans un passé, mais c'est vrai que les jambes, on est un peu fatigué. Peut-être fatigué. Ouais, on est fatigué. C'est tout le monde est fatigué. Quand on arrive comme ça sur le final, on est un peu fatigué. Ouais, mais alors, attends, pas d'expérience. Vous faites la finale 82, vous faites la finale 84, vous faites la finale 86, il faut faire 15 finales pour avoir de l'expérience, tu m'inquiètes? Non, c'est pas ça, c'est que je te cite, si tu commences à me citer les 3 dernières finales, mais je vais te citer aussi, citer tout à l'heure en me prenant, et c'est vrai qu'ils ont quand même un des plus grands, même si on en a un, mais celui qui est en face, qui va jouer contre nous, il est remonté, il va être dur à prendre, il est dur à stopper, il est dur à, tu sais, il vous inquiète beaucoup. Il est plus fort que Platini, voilà. C'est pas qu'il est plus fort que Platini. Dis-le. Il est fort parce que il est on va dire sur une dynamique, et Michel est peut-être aussi un peu comme certains d'entre nous, on va dire, on est un peu physiquement un peu émoussé. Ouais. Ça me fait peur, ce que tu me dis, ça me fait peur. Ça me fait peur, mais nous ça nous fait pas peur, mais on a envie de faire quelque chose de grand, et on va essayer de le mettre en place, c'est tout. Bon, impeccable, Louis. Écoute, que les dieux t'entendent. Vivement demain, je t'embrasse, plein de bonnes choses. Et on va la ramener, la coupe. Il y a intérêt, hein, parce que sinon tu restes au Stade Aztèque, mon ami. Hein. Allez, je t'embrasse. C'est gentil. Allez, ciao. Ciao, Louis. Quand même, hein, alors que là, vraiment, c'est plein comme un œuf.
la tension monte, les joueurs ne vont pas tarder, je pense, je regarde l'heure, à faire leur apparition sur cette pelouse. Tout le monde est tendu comme une arbalète, une finale de Coupe du Monde. À Mexico en plus, c'était d'ailleurs quand même une belle Coupe du Monde, quoi qu'il arrive dans cette finale. Je suis un peu inquiet parce que Louis s'est dit on est content, on est heureux, patati patata, mais il l'a pas caché qu'ils étaient un petit peu émoussés. Il y a cette prolongation en plus, c'est déjà prolongation contre le Brésil. S'il y a encore une prolongation là, les enfants, je vous dis pas. D'un autre côté, si ça va au tir au but, on est en position de force. Psychologiquement, est-ce que Platini tirerait encore? Vous croyez, après en avoir raté 2? Ça serait intéressant. Mais nous n'en sommes pas là. Oh là là, ça y est, je les vois là-bas au loin. Les maillots bleus des Français, les bleus ciel albicestes et bleu ciel et blanc, emmenés par Maradona. Je vais me servir de l'écran de contrôle. Oh, Maradona, mâchoire serrée. Remarquez, il les avait également serré ses mâchoires contre l'Angleterre et l'Argentine. C'est plus de la concentration qu'autre chose. Voilà, maintenant ils sont au centre du terrain. Je pense que oui, les hymnes, on va attaquer avec les hymnes. Je regarde mon conducteur, c'est l'hymne argentin tout de suite. Et maintenant, on va enchaîner donc rapidement avec notre Marseillaise, les enfants. Notre deuxième finale de Coupe du Monde, c'est pas rien. Voilà, le toss est en train d'être effectué, l'arbitre au milieu, et discussion, il lance la pièce entre Platini et Maradona. Deux capitaines de rêve, entre les deux monstres du moment. J'ai un peu taquiné tout à l'heure, quand au téléphone hier, je disais Maradona plus fort que Platini. Enfin, il est plus fort actuellement, Platini est au crépuscule de sa carrière, je le répète. Alors, que je comprenne bien... Ouais, les Argentins auront le ballon, mais la France va attaquer de droite à gauche. C'est-à-dire que Maradona, qui avait marqué de ce côté-ci ses buts, s'il marque en première mi-temps, ça sera une grande première pour lui. Voilà, on s'échauffe encore un petit peu. Le coup d'envoi va bientôt être donné et sifflé par monsieur Romualdo Harpi Filho dans un instant. Voilà, je vois Maradona qui embrasse ce ballon et qui va donner le coup d'envoi ici avec Valdano. Voilà.
Valdano qui donne derrière sur Enrique, enchaîne sur Burruchaga. Une tentative déjà de Fernandez qui vient un petit peu mettre un petit pressing, tant et si bien que voilà, il recule sur Batista. Batista qui prolonge sur Giusti. Oh, intervention de Dominique Rocheteau qui est un petit peu seul et qui s'en mêle. Articochea qui récupère le ballon et qui change complètement là-bas sur Diego Maradona. Maradona, nous sommes sur le côté droit qui accélère. Intervention terrible, oh là là, il le coupe en deux. Mais qu'est-ce qu'il fait, Luis Fernandez? Oh là là, quelle grosse faute! Ah, vous avez entendu peut-être mon voisin et son hijo de puta, pas le Neptunien, hein, sur ma gauche, les Argentins avec Victor Hugo Morales. Et oui, Luis, je t'avais dit de pas t'emporter. Première minute, il se prend déjà un carton jaune, mais on peut rien dire là. Et évidemment, déjà presque un jaune orangé, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Maradona est à 35 mètres des buts sur le côté droit. Je sais bien que c'est un génie, mais enfin là, il n'avait pas pris son élan. Certes, il avait fait une accélération et passer Bossis, c'était Bossis, oui, c'était Bossis qui était sorti quand même très très haut de son poste de défenseur central. Bon, coup franc, en tout cas, il ne sera pas monté directement. Je vois Ruggieri qui est monté, Brown qui est un bon joueur de tête aussi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben dites-moi alors. Il faut calmer le jeu, et nous allons nous retrouver pour la suite de cette finale dans le podcast 44. Ah, un peu frustrant, général. Oui, mais je l'ai décidé ainsi. Il faut attendre désormais le 44, mais je vous ai compris tout à fait. C'est une finale qui s'annonce passionnante. Donc, je vais conclure avec le fameux « Longue vie aux Braves !» C'est un peu frustrant, les Braves, mais enfin bon, la suite... Au podcast 44, vous l'aurez compris, moi je bouge pas une oreille, hein, de toute manière, le match s'est figé, rassurez-vous. Tant que le podcast 44 ne sera pas là, nous ne serons pas en direct, je veux dire, au stade Aztèque. Voilà, là, tout s'est arrêté, tel des mannequins de cire, Maradona, tu vois, jambe gauche à l'arrêt, Platini, vous voyez, c'est un peu comme Z, comme Zorglub, je sais pas si vous connaissez Spirou et Fantasio, à un moment, il a un appareil, donc Platini qui fait signe du doigt au loin, peut-être, pour placer, j'ai l'impression, Battiston sur Ruggieri. Tout est figé. Les 115 000 spectateurs aussi. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas rater une seconde. Prenez soin de vous et des autres aussi, surtout ceux qui sont dans le besoin. Je vous embrasse. Je sens, si Louis ne pète pas les plombs et qu'on ne se retrouve pas à 10 au bout de 5 minutes de jeu, qu'on va assister à une grande finale, les enfants. Une grande finale. Mais je me trompe peut-être, puisque je ne connais pas plus la suite que vous. On est là, en direct. Mais le direct s'est arrêté, et il reprendra, donc, la semaine prochaine pour le 44. C'est l'histoire, les enfants. C'est l'histoire. Tira el centro, clave, gol.